Le sport a ses obsessions, et sans doute que l'une des plus élégantes, c'est celle du style. On aime les gagnants, on aime les perdants, mais on aime aussi et surtout ceux qui jouent avec panache et identité. Parce que de l'obsession naît l'émotion. C'est le triangle des Bulls de Phil Jackson, c'est la possession de Pep Guardiola, et bien sûr, ce sont les Warriors de Stephen Curry et Steve Kerr. Et cette fois-ci, ils vont eux aussi affronter un jusqu'au boutiste. Ime Udoka, la brutalité et le physique des Rockets face au flair et l'évitement des Warriors. Bienvenue dans ce premier tour qui s'annonce passionnant. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, on attendait la fin du play-in pour s'assurer que cette rencontre allait avoir lieu, mais je crois qu'un peu tout le monde espérait que les Warriors l'emportent face à Memphis pour qu'on ait le droit à cette confrontation entre les Rockets et les Warriors qui va voir se confronter deux générations de joueurs déjà. C'est une équipe montante face à une équipe très expérimentée, mais aussi de style. Et pour vous parler de cette série, on est avec Paul. Salut Paul, comment ça va ? Ça va à moitié. Enfin, je sais pas si les auditeurs le savent, mais on est tous les deux lyonnais. Ouais. Donc, vu qu'on enregistre un jour après la remontada, ça pourrait aller mieux, quoi, on va dire. Oh, c'était une bonne journée de merde, on peut se le dire. Ouais, c'était une bonne journée de Ah, merde, c'était terrible. effectivement. C'était terrible. Ouais, je sais même pas ce qui s'est passé. Je m'en suis. Oh, tu vois, et quand je me suis couché hier soir, j'étais abattu, mais ça allait un peu. Mais le réveil ce matin, voilà, là, le mal de crâne, c'était terrible. J'ai très mal bossé toute la journée. Ouais, c'était, C'était très compliqué. pour ceux qui suivent pas le foot, s'il y en a qui suivent pas le foot, c'est genre Real 2013 ou alors les Warriors 2016, quoi, en termes Ouais, t'as raison. d'ascenseur émotionnel, quoi. Ouais, on est un peu là-dessus. Bon, allez, je te propose qu'on parle de Houston et des Warriors, ça nous fera moins mal que de Ouais, parler bien de sûr. l'OL. Même si on attend avec impatience le derby de dimanche pour essayer de combler, de C'est combler le sûr. manque, mais on verra bien ce que ça donne. On va essayer de pas faire les dépressifs. Ouais. Bon, toi, tu l'attends là un peu cette série entre Houston et les Warriors. Comment tu l'appréhendes là, cette série, toi ? Moi, je pense que tu vois, c'est peut-être la série au premier tour qui m'intéresse le plus tactiquement. Je pense qu'il va y avoir une bataille tactique assez incroyable. Il y a des séries qui ont été assez marquantes ces dernières années tactiquement. Je pense justement les Warriors à nouveau contre les Kings. Le premier tour, tactiquement, il était C'est vrai. assez incroyable. Il y a eu la série à l'époque Toronto-Boston entre Nick Nurse et Brad Stevens qui était ultra intéressante tactiquement. Et j'espère qu'on va être un peu de ce niveau-là parce que j'ai l'impression que ça peut être très très fort et on a deux, je pense quand même très bons coachs entre Udoka et Steve j'allais dire Stevens et Steve Kerr que forcément on va bien manger, on va dire. Je pense qu'il y en a peut-être une dernière aussi que j'aurais mis dans les séries vraiment intéressantes tactiquement. Moi, j'avais adoré le Denver Wolves de l'année dernière, que j'avais trouvé vraiment très très cool, avec une équipe construite pour jouer contre Denver, et c'était une belle Ah, opposition c'est de pas style faux, ouais. aussi. Mais, Ouais, mais là, c'est vrai qu'on est pleinement dans les oppositions de style, et c'est vrai que souvent, c'est des trucs qu'on attend avec impatience. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Vous commencez à avoir l'habitude. C'est potentiellement la dernière preview qu'on vous fait. On fera pas toutes les séries, ça c'est sûr, parce que de toute façon il n'y avait pas le temps, ça sert à rien de vous envoyer trop de contenu. De toute façon, il faut aussi que vous puissiez le digérer. Et on vous a surtout parlé des séries qui nous intéressaient beaucoup, mais vous l'avez compris, dans un premier temps, on se fait un petit mot sur la dynamique dans laquelle sont les deux équipes, sur leurs forces, leurs faiblesses. Et après, on rentre dans le cœur de la preview, c'est la match-up, les éléments qu'on veut voir, et on ira un peu dans le détail sur justement cette opposition tactique. Et puis après, bien sûr, on vous dira pourquoi telle ou telle équipe va gagner, ou gagnerait, et notre prono. Ça te va, Paul ? On y va ? ouais, ouais. Allez, vamos. Et bah écoute, je te laisse la main en premier pour nous parler des Houston Rockets. Alors les Rockets, ils ont fait quand même une saison assez surprenante. Moi, je me souviens en début de saison, il y a pas grand monde qui les mettait dans le top 8. À titre perso, je les avais 8e dans mon prono. Et encore, je trouvais que j'étais haut sur eux. Et finalement, les mecs finissent 2e. Donc, c'est saison très surprenante donc, et dans le positif hein, pour les Rockets.
Sur la dynamique de fin de saison, juste avant les 3 derniers matchs où ils ont mis un peu, tout le monde au placard, ils avaient fini la saison à 15 victoires et 2 défaites, les Rockets. Et bon, le calendrier était plutôt facile, mais il y a quand même 2 sur les 2 derniers matchs qu'ils gagnent, il y a 2 victoires contre OKC et Golden State, qui étaient aussi très en forme. Donc une très bonne fin de saison, même si au milieu de la saison, il y a eu un peu du moins bien, mais il y a eu des blessures comme Jabari Smith, comme Tari Eason. On a vu que ça leur portait préjudice. Et finalement, bah, ils ont le 4e meilleur bilan depuis la trade deadline. Et, et donc c'est pas mal. T'arrives en forme pour les playoffs, donc c'est assez cool. Ouais, d'autant que je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'ils ont terminé la saison. Alors effectivement, jusqu'à leur petite période de repos là, où ils avaient quand même ressorti tout le monde contre Denver, ils ont perdu, mais bon, Denver avait vraiment enfin, c'était vraiment important pour eux de gagner, ce qui n'était pas le cas d'Houston. Mais moi je trouve qu'ils ont fini la saison physiquement, notamment très très fort, dans une équipe qui est, mais je te laisserai la main sur les forces et les faiblesses, mais une équipe qui est très physique. Et j'ai vraiment trouvé que, tu vois, parfois tu peux voir des équipes qui jouent beaucoup sur leur physique terminer la saison un peu sur la jante, eux pas du tout. Tu sais, presque eu l'impression dans les 15 derniers matchs qu'ils ont eu un regain d'énergie, tu vois. Ils étaient impressionnants là-dessus, je trouvais. C'est pas fou. L'année dernière, c'est pareil, hein, je crois qu'ils finissent très très bien encore l'année dernière. À 2 doigts, je sais plus s'ils font play-in. Ouais, je crois qu'ils sont 11e, ils sont à 2 doigts de faire le play-in, à un tie-breaker ou à une victoire. Et ils avaient aussi C'est super bien vrai. fini la saison. Ouais. Ouais, c'est tout à fait vrai, avec deux joueurs, alors deux joueurs majeurs offensivement, Jalen Green et Sengun, qui moi je trouve ont plutôt bien terminé offensivement, notamment Sengun, que je trouvais vraiment pas mal le dernier tiers de la saison. Donc ça c'est pour leur dynamique. Alors du coup, pour ceux qui n'auraient pas beaucoup vu jouer Houston cette saison, tu peux nous expliquer un peu comment ça joue, ce qui marche moins? Houston, je pense que c'est. Moi, je serais même prêt à dire que c'est l'équipe la plus athlétique que j'ai jamais vue. Ok. Je regarde le basket, tu vois, depuis le tout début des années, la toute fin des années 2000, début des années 2010. Franchement, c'est tellement athlétique de partout. Et je pense qu'ils peuvent encore prendre des mecs athlétiques à la draft ou alors dans des trades et tout. Et ils sont assez impressionnants athlétiquement. Donc, une équipe qui mise énormément sur leur qualité athlétique avec Damian Thompson, Jalen Green, Cam Whitmore, Tarizon et compagnie. Et c'est aussi une équipe très physique parce que c'est la première équipe au rebond offensif cette saison. Alors, ils ont le 22e offensive rating sur demi-terrain, mais finalement, je crois qu'ils arrivent même à être top 10 attaque sur l'intégralité de la saison. Parce qu'en fait, ils te défoncent le rebond offensif. Et je crois même que Steven Adams a le meilleur offensive rebound percentage de l'histoire de la ligue. J'avais vu un truc comme ça. Bon, après, c'est sur un petit volume, mais il est sacrément impactant, le Steven Adams, au rebond offensif. Donc, on a une équipe qui domine athlétiquement et physiquement, sans forcément être ultra efficace en attaque. Et puis, évidemment, aussi en défense. Je crois qu'ils sont top 3, attaque, top 3 de défense pardon, cette saison. Donc, ils ont des très bons défenseurs partout. Des mecs comme Şengün, où on se posait un peu des questions sur le poste 5, a quand même beaucoup progressé. Je pense pas que ce soit élite non plus, mais moi, il m'a assez impressionné quand même en défense sur tout au long de la saison. Et en plus, ce que j'aime bien aussi, c'est je trouve que c'est important dans un contexte de playoff, c'est qu'ils ont des mecs malins. Et ils ont, tu vois, un mec comme Fred VanVleet, outre le fait qu'il est capable de défendre au poste face à des gros par moment ou face à des mecs plus grands, plus physiques. C'est un mec qui, tu vois, moi je m'en souviens des matchs face à Memphis où, dans le 4e quart, en fait, il provoquait une faute offensive sur un tel, ou alors il simulait bien en défense et tout. Et c'est des petits plays comme ça qui enfin, en général, font un peu la différence en playoff, quoi. Ce sera pas suffisant, mais ça peut faire la différence. T'as raison, hein, c'est une équipe qui est hyper athlétique. On parlait d'exercice de style un peu, et c'est vrai que la marque stylistique presque de Houston, c'est vraiment sa dimension athlétique. On les a vus d'ailleurs même durant la saison, tu vois, envoyer des 5 parfois qui étaient étonnants, avec Steven Adams, Alperen Sengun et Jabari Smith qui jouaient ensemble tous les trois. Ils font jamais le choix, tu vois, du crafty. Ils font toujours le choix de la dimension puissance, athlétisme. Tu parles du rebond offensif. Effectivement, ils sont premiers au rebond offensif de la ligue. Et tu vois, petite stat qui est marrante, il y a le même écart entre eux et le deuxième qu'entre le deuxième et le 13e. Tu vois, pour donner un ordre d'idée de à quel Ouais. point ils sont dominants au rebond offensif et à quel point ils le jouent. Le rebond offensif étant souvent une bonne traduction de vos qualités athlétiques couplées à vos qualités de taille. Et c'est vrai que là-dessus, ils sont hyper impressionnants, quoi. Ouais, c'est sûr. Et finalement, j'ai l'impression que tu vois, sur les qualités,
J'en aurais peut-être 2 ou 3, mais on a un peu fait le tour parce qu'il y a aussi c'est quand même une équipe qui a pas mal de défauts et dans les défauts, dans leurs faiblesses en tout cas, j'avais regardé et tu vois, ils sont même pas dans le top 18 en pourcentage en attaque, hein, en adresse sur aucune zone au tir, que ce soit au cercle, que ce soit sur short mid, que ce soit sur long mid ou à 3 points. Ils sont même pas dans le top 18 et ils ont malheureusement une très, petite fréquence à 3 points. Ils ont seulement la 28e fréquence à 3 points. Donc j'ai peur quand même que ces problèmes de spacing, ça se voit en playoff. On en reparlera dans la match-up. Mais leur attaque, et puis il y a aussi pour moi un des problèmes de ces Rockets, c'est que quid de la hiérarchie dans des hautes sphères de playoff, où finalement ça s'est pas trop vu en régulière, mais ça se verra forcément à un moment donné en playoff. Et, euh, et quid aussi de la création pour les autres, parce que quand tu regardes les stars, bah, en fait, le meilleur créateur, c'est qui? Je dirais même que c'est Amen Thompson, tu vois, à l'instant T, c'est même devant Sengun et Jalen Green en création pour les autres. Donc ça reste un problème parce que Amen, c'est qu'un sophomore, quoi. Ouais. Donc pas mal de défauts en attaque sur ces Rockets. L'attaque, elle tourne clairement sur leur capacité à gagner la bataille des possessions. C'est une équipe, on l'a dit, qui joue énormément le rebond offensif, qui perd peu de ballons. Ils sont 8e au turnover percentage, donc c'est la 8e équipe, on va dire, qui perd le moins de ballons pour faire simple. Parce qu'à côté de ça, effectivement, leur efficacité, elle est vraiment basse. Si on prend le effective field goal percentage, donc en gros, l'effective field goal percentage, c'est vous mettez un ratio entre lancer franc, 2 points, 3 points, pour essayer de voir quelle est votre efficacité réelle. Ils sont 24e. Et en plus, ils vont très très peu au lancer franc. Vu qu'ils sont 25e pardon, sur leur capacité à aller au lancer franc. Donc c'est vrai que l'attaque, elle est clairement pénalisée par leur dimension extrême athlétique, qui a quasiment que des points positifs, tu vois, en défense, même si on parlera peut-être de la défense de Sengun, qui a vachement progressé, mais qui est toujours une défense à compromis. Mais ce qui récupère sur le côté défensif, pour le coup, c'est vrai que sur le côté offensif, c'est assez cata. C'est une équipe assez old school, en fait, dans sa façon de... Tu vois, dans sa construction, finalement, tu vois. Ouais, et en même temps très moderne aussi, parce que tu vois, ils ont compris que bah, si t'avais pas la chance de taper une star à la draft ou sur un malentendu, si jamais t'as un peu de chance, bah au final tu comprends que aujourd'hui la domination athlétique ça compte toujours, quoi. C'est cool de mettre des 3 points et tout, mais avoir des mecs en fait très qui peuvent défendre, qui peuvent attaquer, qui peuvent faire plein de petites choses et tout, ça compte aussi, c'est valuable et ça le restera pendant un moment, même avec la révolution du spacing, quoi. Peut-être que dans les qualités, ce qu'on peut ajouter, alors tu l'as dit sur la défense, il y a leur dimension athlétique. Moi, je trouve qu'ils ont aussi quelques bons playmakers défensifs, c'est-à-dire des mecs qui comprennent bien ce qui se passe sur le terrain. Et ça va être, je pense, important, on en reparlera dans la match-up, mais face à une équipe qui a un jeu assez smart, je pense que la capacité, moi je pense surtout à Amen Thompson et Tari Eason, qui sont, voire même Fred VanVleet et même Sengun par instant, qui sont des gens qui lisent plutôt bien les situations défensives. Je trouve que, certes, il y a leur dimension athlétique sur laquelle on insiste beaucoup, leur capacité à switcher en défense. Mais je trouve qu'il ne faut pas oublier aussi leur capacité à lire les situations en défense, que moi je trouve plutôt bonne. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'ils ont quand même quelques bons joueurs là-dessus. Ouais, ils sont sacrément impressionnants sur. Mais moi je trouve que sur tous les aspects de la défense, en fait, ils sont impressionnants. Le seul truc où finalement quand tu regardes, ils sont pas si ouf que ça, c'est peut-être la pure protection de cercle. Qu'ils ont pas de rim protecteur énorme, donc ils encaissent un peu de fréquence au cercle. Ou alors l'équipe en face arrive à être à droite au cercle. Mais ils ont que très peu de défauts. Les seuls joueurs où tu peux être un peu déçu défensivement, ce serait qui? Ce serait Jalen Green, parmi les joueurs dans la rotation. Mm. Et peut-être que le manque de taille de Fred VanVleet sur du switch en playoff, ça risque d'être problématique parce qu'il est quand même un peu petit. Mais sinon, allez, peut-être si tu as un Curry, tu vois, dans la match-up avec les Warriors qui arrive à trouver Sengun sur switch, peut-être qu'on va avoir quelques limites de Sengun sur switch. Mais sinon, tout le reste, c'est vrai que c'est très fort, quoi. Tu vois, Jabari Smith, c'est un défenseur assez sous-coté parce que il est capable de switch sur des meneurs, sur des arrières et de bien protéger le cercle aussi en net. Donc, ouais, c'est sûr qu'ils ont un sacré matos. La seule chose, si on prend d'un point de vue statistique, qu'ils défendent pas si bien que ça, c'est qu'ils... Mais parce que c'est une équipe qui va bloquer beaucoup les accès au cercle et le dribble. Donc forcément, ça ouvre des kick-outs.
c'est pas une excellente équipe de défense du 3 points, mais chez eux, c'est vraiment par choix. C'est-à-dire, ils ne subissent pas les 3 points qu'ils concèdent. D'ailleurs, ils concèdent surtout des 3 points qui sont pas dans le corner, alors que les équipes qui subissent les 3 points, souvent, elles subissent beaucoup de 3 points dans le corner. C'est peut-être le seul point sur lequel ils ont une forme de fragilité, mais bon, on va en reparler. Ils affrontent une équipe qui, sortie de Stephen Curry, a un spacing qui est quand même vraiment pas très bon, donc ça pourrait pour le coup tourner à leur avantage là-dessus, quoi. Je te propose qu'on passe aux Warriors. Allez, On a fait le tour un peu sur les Rockets. Alors, les Warriors, la dynamique de saison, ça a été un peu en 2 temps. J'ai presque envie de dire que la saison, elle a démarré avant la saison, puisqu'ils ont commencé dans une situation un peu d'attente. Ils avaient 2 générations de joueurs qui se confrontaient, et c'est vrai qu'on parle souvent, d'ailleurs chez QBasket, de la question des timelines, et pour le coup, chez eux, la timeline, elle était un peu bizarre, avec une génération de joueurs assez matures autour de Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins, et une autre génération de joueurs qui étaient plus des joueurs d'avenir autour de Podziemski, Moody et Kuminga. Et donc, on avait une équipe qui était finalement assez moyenne dans un premier temps et qui devait faire un choix. Si on essaye de prendre, globalement, on avait une défense qui fonctionnait plutôt pas mal, avec des rotations qui s'adaptaient plutôt à l'adversaire. Draymond Green a beaucoup joué 4, accompagné d'un 5. Alors là, ça a bougé beaucoup entre Jackson Davis, Kevin Looney et le shooter. Là, j'oublie tout le temps son nom, là, au grand shooter. Quinten Post. Exactement, et Quinten Post. Mais la défense marchait plutôt pas mal. Par contre, c'était l'attaque qui était problématique, avec une dépendance à Curry qui était assez importante, et Curry qui devait être beaucoup mobilisé sur du jeu de pick and roll, alors qu'on sait que c'est pas son registre favori. Et l'enjeu, c'était sans doute de lui mettre un playmaker supplémentaire avec Draymond Green pour justement l'utiliser dans les meilleures conditions. Ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont à la trade line, vous le savez tous, acquéri Jimmy Butler. Ils n'ont pas vraiment fait un choix d'ailleurs sur leurs 2 générations, parce qu'ils ont envoyé Andrew Wiggins pour récupérer Jimmy Butler, donc ils ont quand même gardé leur young court. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où Jimmy Butler est arrivé, et d'ailleurs en disant ça, je me rends compte qu'Andrew Wiggins aurait vraiment très très bien marché dans cette équipe, mais probablement que pour des raisons de salaire, c'était pas faisable. Mais en tout cas, l'arrivée de Jimmy Butler a vraiment boosté cette équipe en créant un jeu qui était parfait pour jouer pour Steph Curry. Et ils ont enchaîné avec une grosse série de victoires après l'arrivée de Butler. Même si on a pu voir quelques limites, mais il y avait vraiment une complémentarité assez exceptionnelle entre Butler, Curry et Green qui a émergé très très rapidement. T'en as pensé quoi, toi, de ces Warriors là Alors peut-être déjà sur la première partie de saison, mais surtout depuis le trade de Jimmy. Il y a eu vraiment, franchement, et c'est là où tu te rends compte quand même que Jimmy est assez incroyable. C'est que franchement, les 10-15 derniers matchs juste avant la trade deadline, moi je me dis, mais c'est fini, les Warriors, en fait, c'est fini. Et ils vont trade Curry cet été. Et parce qu'en fait, c'était horrible, quoi. Il y avait presque rien, en fait. Des 2 côtés du terrain, il y avait plus de défense, vraiment. Alors, il y avait Draymond qui avait loupé 2-3 matchs, mais c'était catastrophique, hein, vraiment. Et Jimmy arrive, et en fait, ils ont un top 3 net rating, je crois, de la ligue depuis la trade deadline. Et c'est vrai que tu savais qu'il manquait un deuxième créateur scoreur à côté de Steph. Mais ce qui est marrant, c'est que même avec l'arrivée de Jimmy qui était ultra impactante des 2 côtés du terrain, lui, à titre personnel, en fait, il a pas bien si shooté que ça, hein. J'avais regardé son adresse et elle était vraiment pas top du tout. Par contre, vu que c'est un attaquant incroyable sur le côté crafty, sur le côté malin de prendre des fautes et tout, il compense en fait avec de l'adresse au global parce que vu qu'il va sur la ligne, il a plus de 80% sur la ligne. Bon, au final, tu as une efficacité qui est autour de la moyenne, même limite peut-être un peu au-dessus de la moyenne parce que il va énormément sur la ligne des lancers et il les met ses lancers, quoi. Il a fini la saison en plus un peu en boulet de canon, donc c'est vrai que dans la première partie de son arrivée, son adresse était vraiment problématique. Comme il a très très bien terminé, il faut regarder son TS+, mais il était plutôt au final sur un niveau d'efficacité qui était pas mal. Et c'est vrai que ça permet de noter le fait que non seulement ça a bien fonctionné, mais qu'en plus, Jimmy Butler donne l'impression d'arriver un peu lancé comme un boulet de canon, tu vois, en playoff. Il est encore meilleur dans les 2 dernières semaines qu'il ne l'a été depuis le 1er février. En témoigne le match contre les Clippers où il est vraiment excellent, et le match contre Memphis où là encore il est vraiment excellent. Et tu vois, ces 2 matchs-là qui étaient des espèces de... Le match contre les Clippers, c'était un espèce de play-in avant le play-in, et le match du play-in, bah ouais, tu vois, d'ailleurs Jimmy Butler dont on pouvait penser quand il était à Miami qu'il commençait à être un peu cramé, bah tu sais, il y a ce truc-là avec Jimmy Butler qui à un moment donné il enclenche et il est juste vraiment dominant, quoi, tu vois.
Et moi, j'ai bien aimé ce truc-là avec Butler en plus. Ouais, mais pour le coup, il y avait pas trop de suspense. C'est quand même un trade, il y avait pas trop de suspense sur le fait que lui, ses qualités allaient vraiment bien fitter dans le système des Warriors, quoi. Je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai vu quand même peu de gens être inquiets en mode oui, mais est-ce que ses qualités, machin et tout. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire ah ouais, s'il y a bien un joueur qui a des qualités pour fitter dans cette équipe, c'est bien lui, quoi. Bah ouais, je suis complètement d'accord. Et à mon sens, c'est notamment lié au fait que Steph Curry aujourd'hui est un joueur moins dominant qu'il n'a pu l'être par le passé sur le pick and roll. Et qu'en fait, tu savais très bien qu'en mettant un playmaker connecteur autour de Curry, ça allait un peu, tu vois, libérer Curry. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, hein. Ça a un peu libéré Curry et la connexion s'est faite tout de suite, quoi. Mais c'est quand même assez impressionnant une connexion qui se fait aussi vite, hein. Ouais, après, j'ai l'impression que chaque année à la deadline, t'as quand même des équipes qui sont un peu transformées avec deux trois moves. Tu vois, je pense aux Mavs l'année dernière, je pense aux Lakers il y a 2 ans. Donc cette année, ça a été les Warriors, même si bon, les Lakers, ils ont pris Luka, mais il y avait déjà quand même du très positif aux Lakers avant l'arrivée de Luka. Mais oui, ça a été très impressionnant. Et Jimmy Butler, il finit sur les 30 matchs qu'il a fait à Golden State à 107 de TS+, donc il est 7% au-dessus de la moyenne, ce qui montre à quel point il a fini fort, parce qu'effectivement au début c'était vraiment pas du tout ça. Je pense que sur les 15 premiers matchs on était très très loin de ça. Ouais, je pense que son efficient field goal, il doit être inférieur à la moyenne pour le coup. Ouais, exactement, ouais, tout à fait, il est à 93, 7% en dessous, tout à fait. Et donc les Warriors arrivent un peu lancés comme un boulet de canon dans les playoffs, mais avec quand même, et ça va nous permettre de basculer peut-être sur la match-up, un petit caillou dans la chaussure. C'est un match qui s'est déroulé quelques jours avant la fin de saison entre les Warriors et Houston. Je ne sais pas si tu l'avais regardé ce match-là, où Houston avait mis un plan défensif en place pour couper Stephen Curry. On va sûrement en dire en détail dans la match-up, mais qui avait très bien marché et qui avait jeté un petit froid quand même côté Warriors, parce qu'ils s'étaient vraiment fait dominer par Houston. Match qui finit à 106 à 96, mais l'impression visuelle était assez impressionnante. Je sais pas si tu l'avais vu toi ce match-là. Je l'ai vu et je l'ai revu. Ok. Il était assez intéressant, ouais. Et t'en as pensé quoi toi? Bah, après, je pense que c'est compliqué de tirer des grosses conclusions après un match de saison régulière où les équipes étaient un peu cramax et tout. Là, elles seront plus en forme. Mais ouais, les Rockets ont dominé ce match en attaque et en défense parce qu'en attaque, ils ont très bien ciblé les problèmes défensifs et les joueurs qui sont un peu, qui sont pas des si bons défenseurs que ça aux Warriors, malgré le fait que les Warriors, depuis la trade deadline, ils ont la meilleure défense de NBA, les Rockets, ils ont montré qu'ils avaient quand même des défauts dans leur défense, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc, deux équipes qui vont se confronter. Donc, si on fait un peu le bilan, deux grosses défenses. Une équipe qui est plutôt à l'aise sur du jeu de transition et une équipe qui est plutôt à l'aise, donc les Rockets, et une autre équipe qui est plutôt à l'aise sur du jeu placé offensivement, à savoir les Warriors. Tu vois d'autres choses à dire sur les Warriors ou est-ce qu'on passe sur la match-up, ce qui permettra de dire encore des choses sur les Warriors, bien sûr. Non, on peut passer sur un match-up, ouais. Allez, c'est parti. Et bah écoutez, on va essayer de regarder un peu dans le détail des points tactiques qui nous intéressent et qu'on va regarder avec attention dans cette match-up. Et Paul, je te laisse la main pour le premier point. Le premier point, pour moi, ça va être le spacing en attaque pour les deux équipes, pour le coup. Bon, il y a les Warriors, je pense que. Il y a une stat intéressante, c'est que face aux 10 meilleures équipes de la ligue depuis l'arrivée de Butler, donc à la trade deadline, ils avaient, ils ont seulement la 15e meilleure attaque. Alors que de manière générale, ils étaient dans le top 8, je crois, depuis la trade deadline. Donc ils n'ont pas trop performé en attaque contre les meilleures équipes de la ligue. Ça reste un petit échantillon, il n'y a eu que 8 matchs. Mais ils ont montré certaines limites. Et je trouve qu'il y a eu des vraies limites au niveau du spacing, même si ils ont deux des meilleurs shooters, enfin surtout le meilleur shooter, mais ils ont quand même aussi Buddy Hield. Même si Buddy Hield, je trouve que cette année, il met un peu moins dedans quand même à 3 points. Il y a eu les premiers matchs où il mettait dedans, mais ensuite c'était un peu compliqué. Et on a vu des problèmes de spacing parce que finalement, avec l'arrivée de Jimmy Butler, alors pour le coup, tu as quand même une attaque efficace parce que Jimmy est un cutter incroyable, un des meilleurs, je pense, à son poste dans l'histoire. Et comme on l'a dit, il est crafty, il va beaucoup sur la ligne, etc. Mais il a jamais eu à part sur des séquences en playoff, mais tu vois, de manière générale, en régulière, il a jamais eu un gros volume avec de l'efficacité à 3 points. Et ça se voit quand même les problèmes de spacing, notamment avec Draymond.
quand les deux sont sur le terrain. Défensivement, c'est incroyable, mais en attaque, deux, trois fois où tu te dis, bon, c'est un peu dommage. Et donc, ils ont été obligés quand même, je trouve, de mettre donc du coup Quinten Post à la place d'un Trezeguet Davis dans le 5 majeur, ou alors même sur le banc, mais surtout, moi j'ai vu des matchs où il était dans le 5 majeur, parce que bah, il shoot déjà très très bien. Et en fait, tu subis pas trop en défense, parce que tu as Draymond et Jimmy à côté de Post, et du coup, en attaque, tu récupères un peu du spacing avec Post sur le poste 5. Donc, du côté des Warriors, il y a des vraies questions au niveau du spacing. Et pareil pour les Rockets, où je crois qu'ils ont aucun joueur, j'avais regardé ça à plus de 36-37% à 3 points. Je trouve qu'ils ont aucun shooter élite. Ils ont des mecs qui sont capables de mettre dedans, mais pas de shooter élite. Et on a vu pas mal de line-up avec Steven Adams et Şengün sur la fin de saison, qui ont été très impactantes, mais qui ont aussi montré certaines limites face à des top teams. Et je pense que donc ça va être intéressant de voir s'il continue Udoka à mettre cette line-up. Parce que, ok, défensivement, il n'y a rien à dire. Par contre, offensivement, tu verras peut-être des problèmes de spacing, surtout en plus si tu as Amen Thompson qui joue avec les deux, parce qu'on a vu des line-up où tu avais les trois. Et vu que tu n'as aucun shooter là-dedans, bah, tu peux pas compenser non plus sur les postes extérieurs, parce que Fred VanVleet, il commence un peu à être cramax en attaque. Donc, il y aura des vrais sujets au niveau du spacing. Et je pense que l'équipe qui arrive à bien mieux shooter à 3 points que l'autre, bah, elle aura un vrai avantage dans cette série, quoi. Ce qui est sûr, c'est que côté Warriors, enfin, moi je te suis, hein, je pense que c'est un point important. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'arrivée de Jimmy Butler a construit une équipe où effectivement il y a deux non-shooters lock, tu vois, dans le 5 majeur, à savoir Draymond Green et Jimmy Butler. En tout cas, deux joueurs qui ne sont pas respectés. Et donc, il y a deux mecs qui jouaient beaucoup, qui en ont fait les frais. C'est Trace Jackson Davis et Jonathan Kuminga qui ont quasiment disparu de la rotation après l'arrivée de Jimmy Butler au profit de Moses Moody, Guy Santos côté Kuminga et surtout de Quinten Post côté Jackson Davis. Et c'est vrai que le spacing des Warriors, moi je le trouve par séquence vraiment catastrophique parce que s'ils ont besoin de défendre sur un fort extérieur, ils vont mettre Gary Payton, qui lui aussi est un peu sur courant alternatif au shoot. Et donc t'es vite dans une équipe qui en réalité n'a que Stephen Curry pour assurer le spacing, un petit peu de Podziemski, sachant que Buddy Hield il est tellement mauvais en défense qu'il est souvent pas jouable. Et face à une équipe de Houston qui déjà de base contracte la raquette à mort et gêne les accès au cercle, ils vont laisser les shooters ouverts, c'est sûr. Il y a un vrai enjeu pour les Warriors s'ils veulent se donner un peu d'air et pas tout concentrer leur spacing sur Stephen Curry. Il y a un vrai enjeu pour les Warriors à ce que tu vois les mecs un peu mid sur le shoot mettent dedans. Donc je pense à Gary Payton, je pense à Quinten Post, peut-être même à Podziemski, mais Podziemski normalement c'est pas un joueur que tu vas laisser ouvert de toute façon. Voire peut-être un peu de Draymond Green qui prend plus de shoot qu'avant, tu vois. Mais il y a un vrai enjeu pour donner un peu d'air à Curry, à ce que ces joueurs un peu moyens sur le shoot à 3 points mettent dedans, ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Et côté Houston, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que Houston, ils sont moins dépendants de ça, tu vois. Genre, je trouve que leur jeu est fait avec ça. Ils font avec. Alors, avec une mauvaise attaque, hein, du coup, mais ils font avec, tu vois. Donc, je suis pas sûr qu'ils soient dans l'attente d'avoir une grosse adresse. Ouais, mais je trouve que les Warriors non plus sont pas si dépendants que ça, hein, de leur adresse, notamment avec l'arrivée de Jimmy. Et puis, même avec des gars, tu vois, comme Gary Payton 2, qui peuvent exister sur Cut, qui sont plutôt adroits au panier. Donc, bah, c'est ça qui va être cool entre ces deux équipes, c'est que c'est des équipes qui dépendent pas trop de leur adresse, mais si jamais ils ont l'adresse en plus, bah, ça peut être un énorme plus et un énorme avantage dans cette match-up, quoi. Moi, j'attends quand même de voir, dans un contexte, tu vois, playoff, avec une équipe qui est très rigoureuse défensivement de Houston, si les lignes de cut qu'utilisent beaucoup Butler et effectivement aussi Payton se libèrent, s'il n'y a que Curry qui met ses shoots. Je pense qu'ils vont avoir besoin de ça. On a vu sur la fin de saison quand même, hein, sur quelques matchs, moi je vais en reparler après, mais une espèce de dépendance au shooting de Curry quand même côté Warriors. J'ai un peu peur que Houston, si le spacing n'est pas bien fait par un peu d'adresse, ne laisse pas grand chose en fait, justement sur ce jeu de cut et tout. Donc, ouais, pour moi c'est un point effectivement assez important, comme tu le dis. Tu vois autre chose à dire là-dessus ou est-ce que je passe? Moi j'ai un point un peu dans le prolongement de ça, comme tu veux. Non, c'est bon, ouais.
Vas-y. Et bah justement, un peu dans le prolongement de ça, moi une question que je me pose, et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est comment les Warriors vont réagir si les Rockets arrivent à couper Curry du ballon. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que j'ai retenu du match, alors c'est qu'un match, hein, mais du match entre Houston et les Warriors, c'est pas tant que Curry met que 3 points, c'est surtout que Curry ne prend que 10 tirs. Et en fait, moi, ce qui m'a impressionné dans cette rencontre, alors surtout avec leur jeu d'agressivité sur les sorties d'écran et de switch, mais c'est à quel point les Rockets se sont dit, ok, donc en fait, Curry le font surtout jouer sans ballon, et ben on va arriver à le couper complètement du ballon, et comme ça, on va diminuer son impact. Si les Rockets arrivent encore à faire ça, dans un contexte où moi je trouve que les Warriors, dès que c'est un peu difficile, et notamment le quatrième quart-temps, sont très 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 dépendants de Curry, ils font que le chercher tout le temps. Bah, que fait les Warriors si Houston arrive à le couper du ballon? Sachant que Houston a montré qu'ils étaient en capacité de le faire. Et donc, pour moi, il y a deux sujets autour de ça. Le premier, c'est est-ce que du coup les Warriors vont être un peu obligés, tu vois, de repartir sur plus de pick and roll avec Curry en porteur parce qu'ils veulent quand même que Curry ait le ballon. Mais auquel cas, est-ce que Curry est capable de tenir toute une série en ayant un gros volume de pick pour justement avoir le ballon, sachant que il a quand même 36 ans, presque 37 ans, et qu'il va jouer une équipe hyper athlétique. Et comment les joueurs autour qui profitent beaucoup de ça, qui sont un peu des avaleurs d'espace, arrivent à profiter, arrivent à réagir à ce lien coupé avec Curry, tu vois. Genre les Moody, les Podziemski, voir si Kuminga est utilisé, même si je pense que Kuminga sera assez peu utilisé. J'ai quand même l'impression qu'un gros bout de l'attaque des Warriors va être là-dessus, et de toute façon, forcément, Houston va essayer de cibler ça. Comment tu sens le truc, toi, là-dessus? Euh, Là, je pense que pour le coup, ce qui est dur avec un gars comme Butler, c'est d'anticiper les perfs qu'il va faire. Parce que tu sais que historiquement, il a prouvé qu'il pouvait foutre 50 points contre des top défenses. Mais il y a des fois où en fait, il se montre pas. Et il met que 10-15 points, tu sais pas trop pourquoi. Bon, des fois, il est bien défendu et tout. Donc c'est compliqué d'anticiper l'impact de Jimmy Butler. Alors de manière générale, oui, parce que il a un QI énorme, il est quand même capable d'exister au scoring, même s'il met pas ses 3 points. Plus il y a, et la défense on-ball et off-ball. Mais ouais, sur le pur aspect volume au scoring, c'est quand même un peu compliqué de l'anticiper. Attends, je pense que dernièrement, ils ont prouvé qu'ils avaient des solutions. Je pense que la fin de saison de Podziemski, elle est plutôt rassurante sur la création pour les autres et pour lui-même. Après, c'est quand même un mec qui se repose beaucoup sur son shot making, que ce soit à mi-distance ou à 3 points. C'est pas un mec qui est capable d'aller se rassurer au cercle et tout. Donc, quand il est challengé physiquement, et il le sera dans cette série, comment est-ce qu'il va réagir? Et pour le coup, tu l'as cité, mais peut-être que si jamais vraiment Curry est pas dans son assiette et qu'il n'arrive pas à toucher la balle, il y a un gars là qui va. Alors, malheureusement, il n'a pas joué, je crois, au play-in, mais c'est Kuminga. Je pense que Kuminga, il va falloir responsabiliser balle en main. Il va falloir que lui aussi, si jamais il joue, qu'il montre que il a sa place dans cette équipe, dans une équipe qui joue les playoffs, et surtout qui peut être, j'ai envie de dire, à minima pas négatif, avant de dire positif, quand on lui donne la balle en main, la balle dans les mains pour créer un peu pour les autres et pour créer pour lui-même, quoi. Oui, parce que en fait, si Houston effectivement arrive à couper un peu Curry du ballon, ça se fera forcément avec deux trois défenseurs, donc ça va laisser des espaces pour les autres. Et c'est là que les avaleurs d'espace que sont Kuminga et Moody, il va falloir qu'ils assurent quoi, ce truc-là. Parce que c'est bien s'ils arrivent à assurer ce relais que du coup, Houston va se dire on défend Curry un peu moins fort parce que le danger en fait est réparti et ça redonne de l'air à Steph Curry. Et effectivement, leur rôle, je pense qu'il est essentiel là-dedans. Et tu as raison, il y a deux autres joueurs, c'est Podziemski et Butler, qui vont être importants pour, de la même façon, bien faire sentir à Houston que le danger n'est pas que sur Curry et qu'il est un peu ailleurs et qu'ils ne peuvent pas se permettre de trop le concentrer sur Steph Curry. Et effectivement, je pense qu'en fait, il y a un gros bout de la série qui se joue là-dessus parce que si les quatre, là, Butler, tu vois, genre Butler, allez, Payton, Podziemski, Moody et Kuminga assurent pas vraiment, Curry il va être dans une boîte, je pense, et là ça peut être très compliqué pour les Warriors. Et d'autant que je suis d'accord avec toi sur Butler, il y a un vrai côté. Je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça va dans le prolongement de ce que tu dis, mais même dans les séries de playoffs, c'est un joueur de série. Genre, il est capable de te faire 3 matchs parce qu'en fait ça démarre pas très bien, ou il est peu agressif, mais par contre tu sais que s'il démarre bien,
bah sur 4 matchs de suite, ça va pas durer un match, deux matchs, ça va durer 3-4 matchs, il va être agressif et dominant. Et donc souvent tu sais assez vite en fait finalement dans les séries la tête du Butler que tu vas avoir. Et quand il est en mode dominant, ben, il est tellement dominant que souvent les séries vont assez vite d'ailleurs. Mais ouais, moi je pense que là on est vraiment dans un des points centraux de la série. Je te redonne la main pour un troisième point. Le coaching de Udoka en playoff et surtout en attaque. Je pense que Udoka, il est encore. Enfin, là, je trouve que c'est quand même lui l'artisan un peu du renouveau de ces Rockets, parce que quand il arrive, les Rockets commencent à gagner des matchs. Après, il y a eu un gros boulot fait au niveau du management, hein. Mais voilà. Il avait fait aussi des très bonnes choses à Boston. C'est lui qui avait emmené les Celtics pour leur première finale avec leurs nouveaux joueurs, la Tatum Brown et compagnie. Donc c'est en train un peu de s'imposer comme un top coach. Et là, il va connaître ses premiers playoffs avec les Rockets, avec quand même un. Alors, je sais pas s'ils sont vraiment favoris face aux Warriors, mais t'es dans une série où t'as l'avantage du terrain, donc t'es un petit peu favori quoi sur le papier. Et du coup, ça va être très intéressant de voir ce qu'il va faire en attaque, parce que autant en défense, il n'y a pas grand-chose à dire sur le coach qui est Udoka, mais je trouve qu'en attaque, il y a deux, trois fois quand même si je pense qu'il ne peut pas faire bien mieux avec le niveau de talent qu'il a. Il y a deux, trois trucs dans l'attaque des Rockets où j'ai un peu du mal. Je pense à la responsabilisation durant toute la régulière d'Amen Thompson, qui par moment pour moi était pas suffisante. On aurait dû plus le responsabiliser. Je pense à un mec comme Şengün qui son utilisation est pas top. Moi j'aimerais bien le voir plus balle en main sur des séquences plutôt que dans un rôle de finisseur. J'ai l'impression qu'il est peut-être plus intéressant en créateur qu'en finisseur. Donc du coup sa série en attaque va beaucoup m'intriguer. On l'a déjà dit de manière très rapide, mais ce qu'il avait fait là contre les Warriors sur le dernier match de la régulière, enfin un des derniers matchs de la régulière, il était, enfin c'était un vrai bon plan quoi, parce notamment avec un Dillon Brooks qui fait un gros match offensivement, il a fait du bully ball avec du bully ball pardon, avec en ciblant des mecs comme Podziemski, comme Curry. Il a aussi ciblé un peu les défauts off-ball de certains défenseurs comme Buddy Hield et Podziemski. Donc j'ai hâte de voir sa série en attaque parce que je pense qu'il peut surprendre des gens, mais j'espère que ce sera dans le positif et pas dans le négatif, parce que j'ai l'impression que ça peut être aussi dans le négatif, parce que s'il s'entête à un peu responsabiliser Şengün parce qu'il se dit bon c'est quand même mon meilleur joueur donc il faut que je le responsabilise et tout, ça risque d'être un peu problématique quoi. Bah, d'autant que, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense il va être challengé parce que il a deux joueurs en face de lui qui vont couper certains de ces schémas qui ont été développés comme un peu préférentiels. Je pense que Butler et Draymond Green sont vraiment des emmerdeurs pour le jeu de face-up, tu vois, de Sengun. Je sais pas comment il va réussir à réagir au fait de le faire contre Draymond Green, qui va réussir probablement à le contenir, et puis avec tu vois, les quelques Z ou fausses Z qui vont se présenter face à lui. De la même façon, leur jeu de cut, tu vois, pour valoriser Amen Thompson ou même d'autres joueurs. Malheureusement, voilà, Draymond Green et Jimmy sont des super joueurs pour lire ces situations-là. De la même façon, l'utilisation, alors qui était un peu moins le cas cette année, mais qui fait partie des registres d'utilisation de Sengun, tu vois, sur short roll. Je pense que Draymond Green est un enfer, en fait, tu vois, pour jouer ce jeu-là. Et donc, d'ailleurs, dans le dernier match de la saison, tu as raison, ils avaient utilisé plutôt des modules d'utilisation des mismatchs favorables que vraiment leur fond de jeu, quoi, pour arriver à scorer. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas tant scoré ça. Le match, ils le gagnent en défense, ils le gagnent pas en attaque. Et je suis d'accord que, tu vois, de base, les Warriors ont tout pour répondre aux options offensives classiques des Rockets. Et donc, notamment sur demi-terrain. Et donc, effectivement, les réponses qu'arrive à trouver Ime Udoka face à ça vont être intéressantes. Et notamment, moi je suis d'accord avec toi, tu vois, est-ce qu'il accepte de laisser 12, 13, 14 tirs par match à Dillon Brooks qui va être défendu par Podziemski, tu vois? Ça, je trouve c'est des sujets que je trouve intéressants sur l'utilisation des mismatchs. Mais effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi parce que Gary Payton va sûrement être mobilisé pour défendre sur Jalen Green. Et en fait, tu vois, tu vas avoir un espèce de triangle Gary Payton, Draymond Green, Jimmy Butler pour défendre le pick Sengun, Jalen Green. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut vite être une galère hein, pour les deux principaux initiateurs d'attaque en fait de Houston, quoi. Ouais, c'est sûr que
ça sera pas facile pour Jalen Green et Sengun. Et du coup, c'est peut-être une série aussi où on va vraiment tester qui va le mieux enfin, qui se démerde mieux en fait dans le profil entre Jalen Green entre Green, entre Jalen Green et Sengun. Parce que bon, après c'est des discussions un peu plus générales, mais tu vois, je suis pas sûr que les deux alors s'inscrivent sur du long terme aux Rockets, c'est qu'il y en a peut-être un qui sera sacrifié. Et du coup, c'est peut-être une série où tu te dis, ah bah finalement, en fait, c'est vraiment Sengun qu'il faut garder, ou alors c'est Jalen Green qu'il faut garder. Parce que le profil de Jalen Green, où tu lis en fait des qualités athlétiques en tant que porteur de balle, plus à quand même du shot making et de l'adresse à 3 points, ça a plus de valeur dans des playoffs que Sengun et son jeu au poste qui est pas forcément ultra efficace. Ou l'inverse, finalement, tu te dis, bah en fait, Jalen Green, c'est pas assez bien et que Sengun, il est capable d'être efficace dans des situations comme ça face aux Warriors, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je reprends la main, j'aborde un autre point. Alors pour moi, il y a un autre point qui me paraît vraiment essentiel, je sais que tu l'avais toi aussi dans tes points, c'est la gestion des contre-attaques. On l'a dit, Houston est une équipe qui lit plutôt bien les systèmes défensifs et génère pas mal de contre-attaques et qui est plutôt très bonne en fait sur la capacité à scorer en contre-attaque. C'est la 4e équipe qui score le plus de points et qui est la plus efficace sur les points issus de balles perdues. Et c'est vrai que face au jeu de passe des Warriors, c'est un jeu de passe souvent avec des diagonales, donc souvent un peu à risque. Et contre une défense qui lit bien les passes, il peut parfois générer des pertes de balles, même s'il est très bien maîtrisé par les Warriors. Mais je pense que ça fait partie des points essentiels, c'est-à-dire dans quelle mesure Houston arrive à lire le jeu de passe, notamment de Draymond Green et Jimmy Butler pour trouver Curry, pour faire des interceptions et là accélérer. Je pense que s'ils arrivent à le lire correctement, à intercepter, à faire des à faire des contre-attaques, il va avoir un aspect un peu rouleau compresseur avec leur aspect physique. À l'inverse, s'ils n'arrivent pas à générer ces pertes de balles là, alors Golden State va pouvoir développer son jeu un peu d'attaque de demi-terrain et peut-être prendre l'avantage. Mais je trouve quand même qu'il y a des excellents lecteurs de passes côté Rockets. Je pense à Tari Eason, qui moi je trouve est vraiment un excellent lecteur de passes. Je pense que Sengun est pas mal là-dessus, mais surtout Amen Thompson, qui sera souvent dans le périmètre de Curry et qui peut être mobilisé là-dessus. Comment tu le sens toi, cet aspect-là? Euh, c'est marrant parce que tu vois, les Rockets, sur la contre-attaque, alors j'avais regardé, mais depuis la trade deadline, ils sont même pas dans le top 20 en fréquence et en efficacité, je crois, sur la transition. Et du coup, tu te poses des questions et tu te dis, est-ce que au bout d'un moment, en fait, c'est beaucoup trop énergivore, même avec un énorme matos athlétique comme eux ils ont, de vraiment appuyer sur la transition et d'être efficace là-dessus, sans réel gros playmaker non plus, parce que je pense que c'est important aussi en transition d'avoir un bon passeur et tout. Et finalement, bah, ils ont moins appuyé sur la transition, ils n'ont pas non plus réussi à être ultra efficaces en appuyant un peu moins là-dessus. Maintenant, je pense quand même qu'ils ont le matos, évidemment, en termes de joueurs, avec tous ces joueurs athlétiques. Et surtout, le match contre les Warriors, là, dernièrement, ils dominent le match en transition. Ils arrivent à être rentables là-dessus. Donc ça va être intéressant de voir. Est-ce que bah, les Rockets arrivent à être sur toute une série, arrivent à gagner la bataille en fait de la transition, notamment en attaque, ou alors bah, les limites qu'on a vues un peu sur la fin de la régulière et sur le fait qu'ils étaient moins efficaces sur la transition en appuyant aussi un peu moins. Bah, est-ce que c'est une chose qui va se confirmer en playoff? Ou alors, en fait, il y a un espèce de bouton on-off sur la transition et qu'eux, ils vont être ultra efficaces là-dessus, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On va voir un peu ce que ça donne là-dessus. Je te repasse la main pour un autre point. Ouais, alors, je checkais dans mes notes. Un autre point, c'est pour moi c'est un peu facile, ok, mais c'est le clutch time. C'est à quel point est-ce que le star power, qui est quand même largement, je trouve, pour moi, à l'heure actuelle, à l'avantage des Warriors, à quel point est-ce qu'en fait, bah, avoir peut-être les deux meilleurs joueurs intrinsèques en attaque avec Jimmy et Curry, ce serait un énorme avantage dans le clutch time. Et que bah, finalement, le manque de hiérarchie des Rockets, ça leur jouera pas forcément des tours sur les 3 premières quarts-temps. Par contre, dès qu'il faut prendre des initiatives, dès qu'il faut ramener l'équipe, bah, peut-être que le manque de leadership, pas forcément dans le vestiaire, hein, parce qu'il y a des leaders, mais sur le terrain, ça va se voir.
Et donc du coup, ça va être très intéressant l'abattage du clutch time. Je pense qu'évidemment, il y aura des choses à dire au niveau du coaching. Est-ce que Steve Kerr, qui a quand même montré certaines limites sur les dernières saisons, sur certains aspects du coaching, est-ce que, en fait, ça reste Steve Kerr, un coach incroyable et qui va totalement surdominer Udoka? Parce que moi, j'ai quand même envie de faire le pari que ce sera une série serrée, mais finalement, tu vois, si, tous les matchs ils sont serrés, mais qu'en fait, le decision making global, plus le talent de Curry, Butler notamment, allez, on va quand même mettre un peu de Draymond, même si moi je trouve que son decision making, il est quand même devenu très compliqué au fur et à mesure des saisons. Donc ça va être intéressant de voir, si, aux Rockets, en fait, ils arrivent même avec, un manque de hiérarchie et avec, des ballons qui sont un peu distribués sur sur Green, sur Amen Thompson, sur, Dillon Brooks, pourquoi pas, sur Sengun, sur Fred VanVleet, vont réussir à gagner cette bataille du clutch time. Parce que, en playoff, finalement, c'est quand même assez important. On le sait, historiquement, que si tu as pas une vraie hiérarchie, tu seras limité, à un moment donné. Alors là, ça reste du premier tour de playoff. Et, enfin, ils ont quand même 4 ou 5 wins de plus que les Warriors, je crois, sur la régulière. Mais on verra, ce sera intéressant, je trouve. C'est vrai que cette question du clutch time, elle est importante parce qu'on a deux types de séries souvent en playoff. Enfin, on a aussi des séries qui parfois sont des espèces de ping-pong, de blowout ou tu vois, de victoire d'une quinzaine de points. Et probablement que si on est là-dedans, ça sera plus à l'avantage de Houston parce que si les matchs sont serrés, tout porte à croire à ce que les Warriors aient l'avantage. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner tous les matchs serrés, mais que s'il y en a 5, il est possible qu'ils en prennent 3 ou 4 en fait dans les 5 de matchs serrés parce que c'est bien pour ça que les joueurs offensifs coûtent si cher et qu'ils sont si recherchés. C'est parce qu'à un moment donné, dans les fins de match, c'est eux qui arrivent à te faire la différence. Et effectivement, là, l'avantage de. Pour moi, c'est le principal argument de Golden State. Enfin, on regardera après sur pourquoi les équipes peuvent gagner. Mais pour moi, c'est clairement le principal argument de Golden State. C'est qu'ils sont, en comparaison de Houston, surarmés pour le Money Time. Là où Houston est peut-être plus armé pour avoir un truc un peu, tu vois, de rouleau compresseur tout au long de la rencontre et notamment sur les 3 premiers quarts-temps. Et en fait, tu vois, démarrer les Money Time avec une douzaine de points d'avance et finalement être capable de la gérer, quoi. Même si on sait que gérer les avances, c'est presque une des pires équipes, les Warriors, à affronter pour gérer une avance parce qu'ils ont cette capacité à avoir des coups de chaud, notamment par Curry à 3 points. Donc, ouais, je suis assez d'accord sur ce point-là, ouais. Ouais, et puis ils ont pas pris le joueur le moins clutch, au contraire, avec Jimmy Butler, hein, parce que des C'est vrai. moments clutch, Jimmy Butler, il en a, hein. C'est tout à fait vrai, ouais. Moi, j'avais un dernier point dans la match-up aussi qui m'intéressait. C'est comment les Warriors et comment Steve Kerr va réagir à l'agression physique des Rockets. Les Rockets donc, vont énormément jouer de leur dimension athlétique, ils vont beaucoup aller au rebond offensif. On a vu les Warriors quand même beaucoup jouer des rotations de small ball quand même avec Draymond en 5 et même jouer globalement petit, c'est-à-dire du small ball un peu à l'ancienne, hein, quand tu mets des Podziemski qui fait à peu près un 93, des Moody en 3 qui est en dessous des 2 mètres, enfin ils ont beaucoup, je crois que leurs 5 majeurs ils sont tous en dessous de 2 mètres. Bah, je sais pas comment, je sais pas à quel point les Warriors vont accepter de jouer leur jeu là-dessus. Est-ce que si les Rockets, tu vois, commencent à vraiment gagner la bataille des possessions, est-ce que ça veut pas dire qu'on va commencer à avoir un peu plus de Kevon Looney, par exemple, qui est un peu la rotation qui est restée en place poste 5, parce qu'en fait, tu es un peu obligé de le mettre contre Steven Adams, tu es un peu obligé de le mettre contre la taille, globalement, des Rockets. Est-ce que ça veut dire qu'on revoit un peu de Jackson Davis, tu vois, alors qu'on le voit plus beaucoup? Moi, j'aime pas trop Jackson Davis. Euh, je me demande dans quelle mesure, tu vois, la dimension agression physique des Rockets permet à Udoka d'imposer à Steve Kerr de mettre des joueurs que t'as pas envie d'avoir trop sur le terrain, tu vois. Mais qu'en fait, t'as pas vraiment le choix parce que sinon, tu te prends le rouleau compresseur. Moi, je trouve ça, c'est un point assez important. Ouais, et pour le coup, alors il y a un avantage, je pense que ça va un peu avec, mais il y a un avantage dont on n'a pas trop parlé, c'est la profondeur. Et je pense que c'est un peu le défaut de ces Warriors, c'est-à-dire que si jamais ils se font, challenger sur cette domination physique, j'ai peur qu'ils ils ont malheureusement un effectif qui est pas si profond, et OK, ils ont des réponses comme tu l'as dit avec Kevon Looney qui est quand même un gros rebondeur et tout, qui est pas si grand que ça, mais qui quand même, il est très large d'épaule, il est très physique. Parce que tu vois, même sur les ailes, des Guy Santos, c'est quand même un mec qui était drafté au second tour il y a 1 ou 2 ans, donc qu'est-ce que ça donne dans des hautes sphères de playoff?
Euh, et tu vois, les Buddy, les Gary Payton 2, les Podziemski, si jamais en fait ils se font challenger physiquement, bah, j'ai peur que les Warriors aient pas tant de réponses que ça. Parce que, en fait, là, pour le coup, sur cette fin de saison, ils ont un peu sacrifié leur profondeur pour Jimmy Butler. Alors, évidemment, c'était la bonne solution à faire hein, quand tu vois la fin de saison. Mais peut-être que ça leur jouera des tours dans cette match-up-là. Parce que tu n'as potentiellement pas tant de solutions que ça. Sur le match de la régulière là dernièrement, il y avait une vraie bataille au rebond. Ils s'étaient pas du tout fait dominer. Je crois ils avaient le même pourcentage de rebonds offensifs pris. Donc là-dessus, ils sont pas fait dominer. Mais là, voilà, la réalité d'une série en 7 matchs, c'est peut-être pas la même chose. On se souvient de l'année dernière de Minnesota Phoenix, où énormément de gens avaient mis Phoenix parce que justement, ils s'étaient pas trop fait dominer en régulière. Et en fait, ils s'étaient complètement fait dominer physiquement et ça a fini en 4-0, quoi. Ouais, et c'est vrai que quand tu as un roster comme celui des Warriors où ta rotation elle est faite de joueurs à fort compromis, le risque c'est que si ton adversaire t'impose ta rotation, ben, que tu subisses tout le temps en fait et que ça fonctionne pas. Donc effectivement, je pense que ça va être un point assez important. T'as peut-être un dernier point, toi, sur la match-up à regarder. Non, moi, c'est bon, j'ai terminé. Eh bah écoute, c'est parfait. Dans ce cas, Paul, je vais te poser la question. On commence par qui? On commence par Houston. Si Houston l'emporte, pourquoi Houston aura réussi à l'emporter? Pas mal celle-là. J'aurais tendance à dire quand même qu'ils vont l'emporter grâce à leur défense. Je pense que c'est leur force. Donc s'ils l'emportent, c'est parce qu'en fait, bah, ils ont réussi à museler Steph Curry notamment. On l'a vu, hein, parce que finalement, le match là, à dire, ils l'ont vraiment muselé de chez muselé, parce qu'il finit qu'avec 3 points, et comme tu l'as dit, 10 tirs, et il prend que 2 tirs à 2 points, quoi. Donc il n'a pas du tout existé en attaque. Donc sur la défense pure, j'ai l'impression que alors, il y a le Thunder qui est énormément armé, mais je trouve qu'ils sont vraiment ultra armés. C'est peut-être la deuxième meilleure défense de la ligue sur ces playoffs. À tous les postes, ils ont des solutions et tout. Donc, je pense que sur la défense, ils arriveront peut-être aussi à bien museler le jeu offensif des Warriors avec tous ces cuts, avec tous ces bons joueurs off-ball. Et peut-être que le supporting cast des Warriors, parce que certains, on les a pas vus en playoff, comme Podziemski, comme Moody et tout, peut-être que ce sera un peu juste, quoi, en attaque. Ouais, je suis d'accord. Je pense que si Houston gagne, c'est parce qu'ils arrivent à couper Curry, à responsabiliser les autres joueurs autour de Curry et qu'ils ne font pas le taf. Et je suis pas. Je pense qu'ils peuvent faire le taf. Je pense que tu vois, Moody, Podziemski, qui vont avoir un rôle super important, sont capables de faire le taf, mais c'est pas pour moi du tout une assurance tout risque aujourd'hui. Jimmy Butler un peu plus. Mais eux, pour moi, c'est pas une assurance tout risque. Et j'ai vraiment trouvé sur les quelques derniers matchs de la saison que les Warriors étaient hyper dépendants de leur capacité à trouver Curry. Et que si tu arrives à couper cette relation, bah, ils trouvent un peu des solutions, mais ils trouvent pas des solutions sur tout un match. Ils ont pas un fond de jeu, peut-être que c'est encore un peu trop tôt avec ce nouveau roster, mais ils ont pas un fond de jeu qui leur permet de trouver en permanence des solutions à ça. Ils en sont encore quand même extrêmement dépendants. Et donc voilà, je pense que si Houston arrive à faire ça, Houston l'emportera. À l'inverse, pour toi, si les Warriors gagnent, ça sera pourquoi? Bah, peut-être je resterai sur l'attaque aussi. Ce qui est un peu inquiétant, en fait, ce qui est marrant entre l'arrivée de Butler et juste avant qu'il arrive, c'est ils sont passés quand même du 29e. Ils étaient la 29e équipe en faute provoquée en attaque. Et ils sont passés de la 29e à la première place. Par contre, ils ont pas amélioré certaines choses comme leur adresse globale. En tout cas, légèrement, mais pas énormément. Et surtout, c'est une équipe qui perd énormément de ballons. Donc peut-être que si les Warriors gagnent, c'est que en fait, tu as un Steph qui est très propre balle en main. Et tu as un Draymond notamment qui perd aussi que très peu de ballons et qui arrive vraiment à trouver de l'impact en attaque, qui met ses shoots aussi. Donc peut-être que si tu gagnes, sans même parler de Butler, ce sera avec le niveau global de ton duo Draymond-Curry, qui est peut-être aujourd'hui un des 3, 4, 5 meilleurs duos de l'histoire de la ligue. C'est peut-être uniquement en fait avec ces deux mecs-là, où le decision making, même face à une top défense, bah, dans des playoffs, en fait, il est encore très bon et c'est ça qui fera la différence, quoi.
Moi, je pense que si les Warriors gagnent, c'est parce qu'ils arrivent à perdre peu de ballons. Je pense que c'est vraiment très très important cet élément-là parce que s'ils arrivent à imposer une vraie série sur du jeu demi-terrain, je pense qu'ils ont un peu plus de solutions demi-terrain qu'en ont les Rockets. Et donc effectivement, la question des pertes de balles me paraît assez essentielle. J'ajoute un deuxième élément qui va aussi avec l'élément que j'ai pu donner sur Houston. Voilà, je pense que Houston va cibler Curry sur le jeu sans ballon. Ça va libérer des espaces pour Podziemski et Moody notamment. Et donc pour que les Warriors gagnent, il va falloir notamment que Podziemski et Moody démarrent bien leur série pour laisser de la liberté à Curry. Mais il y a aussi un monde où, tu vois, Moody, il met ses tirs, ou Podziemski, son decision making, il est bon, ils font les bons choix. Et où en fait, ils sont capables de le faire. Mais je pense qu'une bonne partie de la série se joue là-dedans. Et si ça, ils arrivent à le faire, je pense que les Warriors devraient plutôt bien s'en sortir. On se fait le prono pour terminer. Alors, Paul, petit prono. Comment tu sens le truc? Qui tu vas gagner? C'est compliqué, franchement, c'est trop compliqué de parier contre Curry, Butler, Draymond, Steve Kerr. Il n'y a pas assez d'expérience aux Rockets. J'ai envie d'y croire pour les Rockets. Je pense vraiment qu'ils peuvent gagner, mais je partirai sur les Warriors. Je pense que ce sera très serré. Je l'espère, mais je pense aussi que ce sera très serré et je pense qu'ils vont gagner aux Rockets dans un Game 7. Je sais plus comment il s'appelle, le stadium des Rockets, mais je pense qu'ils vont gagner là-bas avec un gros Butler et un gros Curry au Game 7. Et c'est ça qui fera la différence. Et donc Warriors 4-3. C'est plus la Toyota Arena? C'est plus ça, non? Je me trompe, c'était à l'époque la Toyota Arena? Ah, je sais plus du tout, ça change tellement en même temps à chaque fois là, avec le naming et tout. Ouais, c'est pas faux. Et ben moi, je vais dire Houston. J'hésite entre 4-1 et 4-2. Je suis d'accord que si ça va trop loin dans la série, enfin un Game 7, je mise Warriors tous les jours. Mais je pense que j'ai été assez inquiété en fait sur les 2 dernières semaines de la saison de l'ultra dépendance à Steph Curry et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une équipe qui est plus capable que Houston de gêner les déplacements de Curry et de le fatiguer. Bon, je vais pas Ouais, redire, pas fou. Ouais. je vais pas redire à quel point je pense que la série se joue là-dedans, mais je pense qu'il n'y a aucune équipe qui est plus capable que Houston d'y arriver. Et donc je vais dire, alors attends, ça va partir 1-1, allez 4-2, ouais, 4-2, 4-2 Houston, mais je penche plus pour un 4-1 qu'un 4-3. Pour le coup, si jamais c'est pas 4-2. Voilà comment je sens tout ça. Bon, Paul, je pense que de toute façon, on aura l'occasion de faire des podcasts pour débriefer un peu cette série parce que il y aura forcément des choses à dire. Mais n'hésitez pas à nous Ouais. donner votre avis en commentaire. Tu vois peut-être un dernier élément à dire sur cette série avant qu'on se laisse? Non, non, c'est bon. C'est On tout a bon? tout fait, je pense. Allez, c'est parfait. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et puis on se lancera une petite discussion et puis restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.